Au sommaire ce soir, une star de la pop, une ministre et une présidente. Et on pourrait bien parler musique, cinéma, de Beyrouth, du Liban, d'opéra, de Freddie Mercury, de la Calas et du combat pour le droit à la différence. Avec nous, la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, la nouvelle présidente de la cérémonie des Césars, Valérie Lemercier, à l'affiche de l'Arche de Noé. Et une rencontre avec le plus dandy des musiciens, un artiste qui a ce pouvoir de mettre de la lumière dans nos vies depuis quelques années. Et c'est plus que jamais d'actualité. Mika est le premier invité ce soir de 20h30. Bonsoir Mika. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez conscience, plaisir. vous, de ce pouvoir de mettre de la lumière dans nos vies depuis toutes ces années? Non, mais je pense que j'ai juste la chance de pouvoir faire ce que j'aime. Et ça marche plutôt pas mal depuis quelques temps quand même. Ça marche. 6e album. Exactement. Est-ce qu'on a un peu la frousse? Bien sûr, on a le track chaque fois, mais ça veut dire que c'est bien, parce que même avant chaque concert, Ouais. je suis anxieux. Et je sais que je suis pas anxieux, ça veut dire que c'est pas important. Et c'est extrêmement Je suis important. d'accord, c'est pareil pour moi pour le journal. Un album en français. Vous dites que ça vous a libéré de chanter et d'écrire en français? Exactement. Je pensais que j'ai dû me décomplexer un Ouais. petit peu, parce que je pensais que mes limites de français... Vous rigolez, j'espère que vous rigolez. Non, mais parce que moi, je rêve en anglais. Ah. Et je pense souvent en anglais. Et donc, j'avais peur que j'allais m'exprimer d'une autre manière, que j'allais perdre un petit peu mon style. Mais non, en fait, dans les limites, il y a plus de créativité. On est très heureux de vous avoir avec nous. On va vous retrouver en live tout à l'heure. Mais d'abord, regardez, Acte 1 et le pouvoir, justement, de la musique. En voici un des plus beaux exemples. Avec un hommage ce soir à une icône, à une voix unique. C'est le centenaire de sa naissance. Voici Maria Callas. On se retrouve juste après. Regardez et surtout écoutez. Le mythe Calas, musicalement, existe. Je donne, mais des fois, c'est pour ça qu'on est malheureuse. Parce que des fois, on croit qu'on ne donne pas assez. Pas au public, à l'art. Je suis une personne aimable, ça, je crois bien. Que je suis une personne que je ne me laisse pas faire, ça aussi, je crois bien. Elle était forte et vulnérable à la fois. Je crois que c'est ça qui nous touche chez elle. Il y a quelque chose de très personnel dans ce destin de femme et dans la manière dont elle a vécu sa vie, qu'elle a un peu brûlé par les deux bouts et puis qu'elle a donné au public. C'est la plus grande artiste du XXe siècle, en tout cas pour moi. Nous servons cette merveille, cette chose unique au monde, que c'est la musique. Si on veut travailler avec Maria Callas, on doit être prêt à travailler jour et nuit. Est-ce que vous comprenez? Elle est tellement touchée par l'amour du public qu'elle ne veut jamais, jamais le décevoir. Tu vois, elle a comme une sorte de quête de l'absolu. C'est une femme qui a lutté pour ses émotions, pour les choses à laquelle elle croyait. Et elle a payé cher tout ça parce que c'était pas la bonne époque de vouloir être libre. There are two people in me. I would like to be Maria, but there is the Callas that I have to live up to. So I'm coping with both as much as I can. Mika, Maria Callas qui, avec quelques notes encore aujourd'hui, où qu'on soit dans le monde, suscite une émotion. C'est ce son aussi, c'est la voix qui est vraiment dans les joues. Je sais pas, c'est de l'émotion pure. C'est la meilleure chanteuse de la Terre, de l'histoire. Yves Saint-Laurent aura cette jolie formule. Les dieux s'ennuyaient, ils ont rappelé leur voix quand elle disparaît. C'était en 1977. On va regarder quelques images, c'est le principe de cette rubrique. Quelques images qui vous concernent de près ou un peu de loin. D'abord, vous avez commencé par un parcours classique. Ouais, j'ai commencé dans la musique classique, exactement. À 8 ans, vous vous retrouvez à l'Opéra de Londres? Exactement. J'ai 8 ans, j'ai eu des problèmes à l'école, je suis renvoyé de l'école. Ma mère me dit, OK, pour un an, tu vas pas aller à l'école, il faut que tu reconstruises quelque chose d'autre. On va commencer à chanter. Et c'est ma mère qui me forme
avec un prof russe. Et je chante 5 heures par jour et je pleure tous les jours. Vous dites que la musique vous a sorti du mutisme. Elle vous a sauvé de quoi, finalement, la musique, ce parcours artistique? J'avais une période assez difficile. Il y avait de l'harcèlement scolaire, j'étais très dyslexique, on était déplacés, la famille était déplacée. Tout ça a provoqué beaucoup de problèmes. Je parlais plus. J'ai oublié de lire la musique depuis cette période-là. Je la lis plus aujourd'hui. Je fais tout à l'oreille. Toujours plus tout à l'oreille. Tout à l'oreille. Mais j'ai arrêté de communiquer. J'ai beaucoup de problèmes avec la lecture. Donc je me suis enfermé dans un autre monde et surtout je me sentais dévalorisé. Et la musique a reconstruit un système de valeurs pour moi-même. Ça, c'est moi. Il y a un objet aussi qui vous a accompagné très vite, très jeune. C'est un piano. Ce piano qui, finalement, est resté le vôtre. C'est celui-là. Ils ont failli vous le piquer, les huissiers. Et les huissiers voulaient le prendre, mais en fait, il était en location et donc, ils n'ont pas pu le prendre. Et c'est un des seuls objets qui est venu avec nous à Londres. Sauf qu'à Londres, ma mère me donne un pot de peinture blanche, elle me dit vas-y, peins-le en blanc et maintenant on recommence. C'est sur cet album que j'écris jusqu'à aujourd'hui, c'est sur cet album que 90% de mon matériel a été écrit Les sur ce huissiers piano. ne devraient jamais avoir le droit de prendre un objet musical. On va demander un amendement à la ministre de la Culture dans un instant. Une formation classique, mais aussi très vite le pouvoir de la pop musique. On vous propose, allez, la playlist de Mika, la playlist un peu iconique. On va voir si on s'est trompé, vous allez nous répondre très vite. Qui on retrouve? Nina Simone, Freddie Mercury, Michael Jackson, Prince, David Bowie, c'est pas mal, c'est ça? C'est exactement ça, et ils sont magnifiques ensemble, une belle famille. On se fait un petit plaisir? On écoute Freddie Mercury. Regardez. Avec plaisir. Concert exceptionnel, magique. Ce sont ces personnages-là, ces artistes-là qui vous ont permis de vous libérer. Vous dites que finalement, vous les regardiez, vous dites mais pourquoi ils sont si libres? Pourquoi ils sont aussi libérés de tout? Exactement. Je me demandais mais pourquoi dans la rue on doit se comporter d'une certaine manière. Et ces gens-là, ils ont cette possibilité d'être libres sur la scène. Et donc je me suis dit ok, peut-être il y avait cette idée, peut-être si j'arrive à faire ce métier-là, peut-être un jour, je pourrais m'accepter, je pourrais être libre aussi. Ce que je voudrais comprendre, c'est que vous vous sentiez différent dans la manière de vous habiller, différent dans la manière d'être, très jeune? Un petit peu, oui, un petit peu. Je pense que on était... ouais, bon, quand on me voit habillé comme ça... Il y a un look, Mika, clairement. Oui, il y a un look, mais quand même, c'est juste des fringues. Et je ne sais pas pourquoi ça peut provoquer autant de réactions quand on est jeune. Avec une période, et vous l'avez dit, de harcèlement, d'insultes. À l'école, on vous traite de Libanais, on vous traite de pédé. Voilà des mots que vous avez entendus très vite et très jeune. Pédé, mais très jeune, hein. Très jeune. Et bien avant que j'avais pris conscience de ça. Et en fait, c'est toutes ces différences qui deviennent un problème quand on est à l'école, quand il y a des problèmes d'harcèlement. Et c'est ces différences-là qui deviennent notre valeur plus tard. On reparlera de tout ça tout à l'heure avec Valérie Lemercier qui va venir nous rendre visite. Un petit retour en arrière, on se fait aussi plaisir. 2007, il y a ce titre, Grace Kelly. Mais finalement, vous choisissez d'abord Internet. C'est sur Internet que le succès démarre au départ, c'est ça? Ils ne savaient pas comment lancer. J'avais terminé l'album, ils ne savaient pas exactement comment lancer. Et c'est l'Internet qui avait décidé. En fait, les radios autour de l'Europe avaient commencé à piocher des chansons de l'Internet et les jouer tout seuls. Et donc, ça a commencé à Malmö, en Suède. Et c'est parti de là-bas. Vous avez un petit côté Freddie Mercury, déjà, même dans le timbre, dans quelque chose, dans l'énergie qu'il y a dans ces titres-là. Je pense que c'est la manière... Freddie Mercury, il avait presque une voix opératique. Moi, je viens de la musique classique. J'étais au conservatoire quand j'ai écrit cette chanson, en train d'étudier du Schumann et du Brahms. Et le soir, j'écrivais ça. Mais aussi, c'est le piano. C'est cette manière. Cette rythme-là. Et c'est ce piano blanc qui a un son très comme un instrument de percussion. C'est grâce à ce piano blanc que j'ai tout écrit, vraiment. Et puis, ça va avancer et il y aura ce succès des albums et des albums. Petit retour en arrière, Mika. Votre vie, c'est un voyage, c'est un tourbillon. Père américain, mère libanaise, naissance à Beyrouth, exil à Paris, passage par Londres, les États-Unis. Vous parlez combien de langues? Je parle 3 langues. 4. Vous vous endormez, vous rêvez en anglais? La plupart du temps en anglais. En ce moment, vous parlez beaucoup français? Avec l'album en français, beaucoup plus en français aussi. Ouais, c'est une histoire familiale intense. On va revoir une image au Trocadéro, je crois. Vous aviez 8 ans, je ne sais plus.
ce clan, cette famille, il était essentiel. Il est essentiel encore aujourd'hui. Oui, il fait partie de votre vie. Votre sœur vous accompagne. Ils sont tous devenus artistes, hein, les frères et sœurs. Là. Mais vous savez, vous avez parlé avant de mes fringues, de comment je m'habille. La vérité, c'est que là, tous les habits qu'on est en train de porter, c'était ma mère qui les faisait. Et l'idée d'aller dans un magasin et d'acheter quelque chose, elle nous disait toujours qu'on devait choisir le tissu et elle allait nous faire quelque chose. Pour nous, c'était normal d'avoir... moi, je m'habillais, j'allais à l'école, j'avais un nœud papillon avec des petits pois, j'avais vraiment tout un look. Éventuellement... je pense que tout est parti de là-bas, mais même ma musique est partie de cette philosophie de la couleur, de l'expression que chaque chose pouvait avoir, avait le droit d'être un peu différent et coloré. Vous parliez de blessures tout à l'heure. Votre papa, qui est là, au moment de la guerre du Golfe, il va être pris en otage? Oui, en fait, c'était pas trop longtemps après cette photo, et il va pour travailler et il se retrouve à Koweït le soir de l'invasion où Saddam Hussein est arrivé et il est pris là-bas, effectivement en otage, il est bloqué dans l'ambassade américaine pendant 6-7 mois. On voit votre maman également. Elle fait partie de votre vie et elle est très présente. Elle n'est plus là aujourd'hui depuis 2021. Il y a un dessin qui est assez symbolique et assez fort. Qu'est-ce que ce dessin qui va apparaître représente avec ces fleurs qui poussent comme ça? Ces fleurs qui sortent de ma tête. Elle était malade. Elle avait un cancer du cerveau. Et on avait travaillé ensemble vraiment toute ma vie. Et elle m'envoie ça pour mon cadeau d'anniversaire. Parce qu'elle ne pouvait plus écrire des longues lettres. Et ça, en français, ça dit « Joyeux anniversaire, je te souhaite que ta tête fleurisse toujours ». Et c'est une provocation. C'est une provocation en train de me dire « Ok, je ne suis pas là maintenant pour t'énerver ». Pour te dire que c'est pas assez bien, il faut y aller. Pour te pousser. Donc garde ça tout le temps. Mais vas-y, que ça soit pas du gaspillage. Et c'est drôle parce que quand j'ai reçu le dessin, je me suis dit, oh, c'est un de ses dessins, parce qu'elle dessinait toujours comme ça. Après, je me suis rendu compte, oh là là, elle est maline, elle a su comment me provoquer même quand elle est plus là. On va vous écouter tout à l'heure en live. Notre invité de 20h30, c'est donc Mika, mais également maintenant la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. Vous partagez avec elle pas mal de choses, regardez. Mais pour nous accompagner jusqu'à la table, on va écouter Férouz, Beyrouth, et puis on la rejoint. Écoutez ça. Férouz, chanteuse iconique qui interprète les Beyrouth. Elles ont fleuri les blessures de mon peuple, elles ont fleuri les larmes des mères. Tu es Beyrouth à moi, tu es à moi, ô Beyrouth, enlace-moi. Bonsoir Rima Abdul-Malak, merci d'être avec nous. Bonsoir. Madame la ministre, vous partagez avec Mika ses origines libanaises. Vous avez quitté le Liban à l'âge de 10 ans. Qu'est-ce que symbolise, qu'est-ce que résonne en vous ce titre? Ce titre, c'est à la fois toutes les souffrances de ce pays et toute la lumière, tout l'espoir qu'on garde encore les Libanais, chevillés au corps, parce que c'est un pays de résilience aussi. Beyrouth, c'est une ville 1000 fois morte, 1000 fois ressuscitée, disait la poétesse Nadia Toueni, et c'est un peu ça, cette chanson de Férouz. Rima, votre prénom, vous le devez à Férouz, une chanson de Férouz? Alors oui, en fait, mes parents ont choisi ce prénom parce que c'est le prénom de la fille de Férouz et qu'elle avait une berceuse. Et ils rêvaient de chanter cette berceuse qui portait ce prénom pour m'aider à m'endormir. Mika, qu'est-ce que vous avez encore en vous du Liban, de Beyrouth? On a grandi avec ça. Bon, moi, je suis parti beaucoup plus jeune. J'avais 1 an et demi, donc. Mais on est arrivé, il y avait vraiment cette communauté libanaise tout autour de nous. Beaucoup de gens qui étaient déplacés à cause de la guerre. C'est un petit peu, je dis toujours, c'est une mythologie du Liban en suspension. C'est partout. Et pour moi, c'était toujours un lien affectif avec le foyer, avec la maison. C'est dans la musique de Férouz, c'est dans les tapis, c'est dans la nourriture, c'est dans la famille. Madame la ministre, vous aviez 10 ans quand vous êtes partie, mais avant cela, vous avez vécu les bombardements, la guerre. Vous dites que l'on perd finalement assez vite le sens d'une émotion normale quand on a vécu cela. Il résonne encore parfois en vous, ces bombardements, cette souffrance-là? Oui, bien sûr, surtout quand on voit la situation au Proche-Orient aujourd'hui, ça réactive des images, des sons, des odeurs, des douleurs passées, même si les situations sont absolument pas comparables, évidemment, par rapport à ce que j'ai vécu, et même si moi, ma famille a quand même tout fait pour nous préserver, malgré tout, quand on est enfant et qu'on traverse ça.
C'est un peu l'absurdité du monde qui vous tombe dessus, parce que vous ne comprenez rien à ce qui se passe. Pourquoi les gens se battent? En plus, c'est une guerre civile, donc c'était incompréhensible. On vous voit sur ces photos. Il y en a quelques-unes qui ont pu revenir avec vous. Oui, alors il se trouve que comme notre appartement a été bombardé, la bombe a explosé dans le bureau de mon père où il y avait tous ses albums photos. Donc on n'a plus beaucoup de photos de cette période, de toute mon enfance. Et certaines photos sont déchirées, on les a recollées, on les a retrouvées éparpillées à l'extérieur de l'immeuble. Mais oui. Ce que le Liban porte en lui, coincé entre Israël et la Syrie, c'est la preuve de la difficulté de vivre ensemble, alors que le vivre ensemble a existé. Est-ce que c'est une utopie encore aujourd'hui, au Liban, le vivre ensemble? Oui, c'est une utopie à laquelle on se doit de croire. Parce que, effectivement, le passé a montré qu'on était capable de vivre ensemble, énormément de communautés religieuses différentes, musulmans, chrétiens, juifs, au sein des chrétiens, différentes communautés, au sein des musulmans, différentes communautés, et qu'on peut dépasser la situation de division aujourd'hui. Aujourd'hui, la guerre dans la région est de retour, l'horreur du 7 octobre, les bombardements sur Gaza, depuis le sud Liban également, le Hezbollah. Les bonnes volontés, les faiseurs de paix, on a l'impression qu'ils ont disparu et que la radicalité, et que les tenants de la radicalité ont pris le pouvoir dans chaque camp. Ils ont pris beaucoup de place, oui. Mais Oui. je pense que des bonnes volontés existent toujours dans des associations, dans des partis politiques, dans la culture aussi, parce qu'il y a des artistes qui peuvent porter des voix aussi de réconciliation, d'apaisement. Et je veux y croire. Vous avez été Je veux pas engagé, vous, être fataliste. au sein d'associations, notamment à Gaza. Alors moi, mon premier travail, en fait, c'était auprès d'une association qui existe toujours, qui est formidable, qui s'appelle les Clowns sans frontières. Donc j'ai pu voir la preuve, au fond, que la magie du spectacle peut aider à rassembler des personnes qui, d'habitude, ne se parlent pas et faire vivre des émotions communes, effectivement, en Israël, dans les territoires palestiniens, au Liban, ailleurs, en Afghanistan. On a réuni des hommes et des femmes qui, d'habitude, ne sont pas ensemble pour voir un spectacle, ou faire retrouver un lien entre des mères traumatisées et des enfants. Ça a été pour moi des émotions extrêmement fortes pour montrer la force de la culture aussi dans toutes les situations, y compris les plus difficiles. On a aujourd'hui la sensation que tout se passe un peu sans la France. Les États-Unis, le Qatar, l'Égypte. La France, quelle place elle occupe aujourd'hui dans le processus finalement de paix qui est, ou au moins de l'espoir d'un cessez-le-feu à long terme, d'un apaisement? La France joue sa place, joue son rôle. Elle est entendue, écoutée par qui? La France a complètement son poids politique dans les négociations qui sont en cours. La France joue aussi son rôle de leader sur le plan humanitaire. C'est la France qui a créé toutes ces aides les plus importantes qui sont arrivées là à Gaza. La France joue son rôle dans la négociation pour libérer les otages, et qui on pense très fort aujourd'hui. Non, je pense que assez vite Emmanuel Macron a fait une tournée dans la région, a rencontré les principaux dirigeants. Le lien entre la France et ces pays est très ancien et renouvelé depuis qu'Emmanuel Macron est présent. Et je pense qu'on a notre voix dans le concert des nations. Acte 3 maintenant. Vous restez avec nous parce qu'on va recevoir quelqu'un, on va encore dialoguer avec une actrice qui est à l'affiche de l'Arche de Noé, signée Brian Marciano. Film intense, solaire et rude aussi, dans lequel elle incarne Noël, directrice d'une association qui accueille des personnes LGBT mises à la rue par leur famille. Quelques images du film et on retrouve Valérie Lemercier. Nous venons en aide aux jeunes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres. C'est moi. Enchanté, Karim. J'aime l'humour et l'amour. Et l'argent. Et toi, tu vas les sauver, toi? Je les réinsère. Même après 6 mois, je les lâche pas. Ok. Il va vous annoncer. Ok. L'Arche de Noé. On va le voir, une autre facette encore du talent de Valérie Lemercier. Elle va nous rejoindre. Bonsoir Valérie, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir également Madame la Présidente. Vous êtes la prochaine présidente de la cérémonie des Césars. On doit vous féliciter et en même temps presque vous dire bon courage parce que c'est pas évident toujours d'être présidente de la cérémonie. Je n'ai jamais été présidente. En fait, j'étais maîtresse de cérémonie. C'est pas du tout le même travail. Vous êtes upgradée là? Non, parce que c'est moins de. C'est juste présider. Il y aura d'autres personnes pour animer la cérémonie, mais je l'ai faite par 3 fois. Alors on fait le rapprochement, mais non. Vous êtes liés maintenant toutes les deux, parce que finalement, présidente de la cérémonie, la ministre de la Culture, pour la ministre de la Culture, c'est souvent un climax de carrière, les cérémonies, que ce soit les Césars, que ce soit les Molières. En général, c'est assez horrible pour un ministre de la Culture. Quand je l'ai présenté, ça n'a jamais été horrible pour eux. Voilà, elle fait passer déjà le message. Vous pouvez faire des petites séances de yoga avec Valérie avant la cérémonie. Tout à fait.
Ça peut être envisageable, pas sur la scène, avant, pour préparer tout cela. Valérie, vous êtes autre lien ce soir, parce que Mika, qui est là, vous avez travaillé sur cet album avec lui. Non, bah, si. J'ai passé 2 heures avec lui. Ça s'est passé comment? Ça s'est passé qu'il m'a appelé et je lui ai dit qu'est-ce que tu fais? Et il me dit je suis en train de faire mon disque. Je lui ai dit je peux venir? Et voilà, et je suis venue et j'ai fait quelques chœurs sur la chanson qui va suivre. Sur la chanson que je vais chanter, sur Jane Birkin. Et aussi, elle a écrit l'idée pour le premier titre de l'album qui s'appelle Bouger. Bouger. Elle avait peur qu'elle soit coupée, vous ne l'avez pas coupée? Non, pas du tout. Non, c'est une de mes préférées et c'est grâce à elle. Vous chantez donc sur ce titre Birkin et non, puis... non, je chante pas. Je fais vaguement des chœurs. Je me reconnais à peine. Ah si, quand même. Et puis il y a cette chanson Bouger aussi. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette chanson? Non, je trouvais ça marrant qu'on nous incite à consommer en même temps qu'on nous incite à pas consommer. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a des pubs pour des aliments, on nous demande de manger ni gras, ni salé, ni sucré pour votre santé. Oui, voilà, bougez plus. Pour les petits transports, prenez la marche, prenez le vélo. Enfin, voilà, donc c'est ambivalent. On vous incite à consommer en vous demandant de ne pas. Donc, je trouvais ça amusant et je trouvais que ça lui... Elle rentre dans le studio, elle me dit ça. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette idée? C'est complètement impossible. Et au fur et à mesure, pendant 3 jours, j'y pensais tout le temps. Et donc l'album ouvre et ça dit « Mes bien-aimés, nous sommes ici pour partager ce qui nous lie. Pour votre santé, bougez tous. » Boum, et ça danse. Qu'est-ce que vous aimez chez Valérie? Qu'est-ce qu'on aime tous, un peu? Vraiment, c'est la tendresse qu'elle a. Je le dis devant elle, donc mais vraiment, c'est la tendresse et c'est la sincérité. Donc chaque chose, quand elle me fait rire, je sais que ça vient de quelque part de très, très, très sincère. Et aussi, elle a ce côté où elle reconnaît, elle sait comment souligner la poésie absurde dans la vie de tous les jours, qui rend la vie de tous les jours plus tolérable et plus poétique. Et c'est vrai qu'il y a toujours une poésie. Et des choix qui nous surprennent, qui nous étonnent. Ce film, pourquoi avoir dit oui à cette idée forte, intense de ce film, signé Brian Marciano, sur l'exclusion des LGBT mis à la rue par leur famille? Parce que je trouvais d'abord, ça m'a fait rire, parce que le film est drôle, malgré son intensité, malgré la situation de certains jeunes, parce qu'il faut savoir qu'ils sont quand même jetés à la rue ou parfois tellement maltraités. C'est ce qu'il faut dire, Valérie. On n'est pas en face d'une fiction, on est en 2023. Oui, il y a des jeunes hommes, femmes qui se retrouvent à la rue par leur famille. Il y a 7000 personnes qui appellent le refuge, par exemple, par an, pour trouver place, parce qu'ils sont soit virés, soit si maltraités que c'est encore pire. Il y a des gosses qu'on met tout à coup dans le garage et qui passent aucun repas avec leurs parents. Donc voilà. Donc là, c'est un endroit où on va souper ensemble, où on va se réunir, où il y a quand même de la reconstruction joyeuse. On ne voit pas ce qui s'est passé avant, on ne voit pas ce qui se passe après, mais durant les 6 mois qui passent ensemble, il se passe des choses entre nous, les aidants, et il y a quelque chose de joyeux qui se dégage de ça. Et c'est un très bon film et un très bon réalisateur. Voilà. Mika, vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez souffert de ce harcèlement, de cette violence, de ces insultes. Ce soir, devant la télé, il y a des enfants dans leur canapé, des jeunes adolescents ou adolescentes qui se sentent différents, qui n'osent pas parler, qui n'osent pas dire pourquoi, par crainte d'être regardés différemment par leur famille et parfois de se retrouver exclus de leur famille. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Qu'ils peuvent se sentir extrêmement, extrêmement seuls en ce moment, et c'est pas normal de se sentir aussi seul. Qu'il faut parler, qu'il y a des gens qui peuvent aider, il y a des associations qui peuvent aider aussi, et que le futur n'est pas un futur solitaire. Vraiment. Si vous vous sentez aussi seul aujourd'hui, croyez-moi, croyez-nous, qu'un jour, ça ne serait pas le cas du tout. Il y a toute une vie devant vous. Madame la ministre, il y a assez de lieux pour accueillir, pour accompagner les jeunes qui se retrouvent dans cette situation et qui se retrouvent abandonnés? Certainement pas. Sans doute qu'il faut en soutenir encore plus. Mais surtout, il faut éduquer, prévenir avant pour qu'on ait moins besoin de ces lieux à l'avenir, pour que ces discriminations cessent, pour que l'acceptation de la différence soit beaucoup plus évidente dans notre société. Parce que c'est vrai qu'encore aujourd'hui, il y a des personnes qui sont rejetées par leur famille ou par leur milieu professionnel du fait de leur orientation sexuelle ou
pour d'autres types de discrimination. Valérie, parlez-moi de ces acteurs. On va voir quelques images du film qui vont dérouler ici et défiler. Ils sont juste incroyables. D'abord, ils sont fantastiques. Et certains, pour certains, c'était le premier film. Il y a eu un casting, comme on dit, c'est pas très beau, sauvage. Mais en tout cas, il y a des jeunes qu'on a trouvés dans la rue. Certains avaient aussi des vies pas simples. Et on sait tout. Il y avait il s'est passé. La mayonnaise a pris très très bien entre nous. Et il y avait ils viennent tous de milieux différents. Ils sont et voilà, on s'est quand même amusé à faire ce film. Mais on se rend compte que ces lieux, ce sont des sas d'accueil, mais que ça n'est qu'une parenthèse. Oui. Et que la justice parfois intervient, et que parfois elle dit on va vous placer ailleurs. Et que, bien sûr, et que mais il y a un moment, c'est un temps suspendu tout à coup pendant ce film où l'idée c'est qu'on soit, on est réunis et quelque part, les aidants aident, les aidés aident les aidants. Enfin, on est tous solidaires dans cet endroit. Qu'est-ce qu'elle est, votre personnage Noël, dans ce film? Elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps de poser son manteau. Elle n'a pas le temps de fumer. Elle n'a pas le temps de. Elle travaille tout le temps et Vous êtes allé les voir au refuge? Oui. Et vous êtes inspirée d'une personne qui travaille? Oui, je me suis inspirée d'une personne, pas du tout physiquement, mais en tout cas dans sa façon de. Je pense que c'est quelqu'un qui ne passe aucune seconde devant son miroir, qui est juste là pour aider. C'est quelqu'un qui a un énorme travail ailleurs et qui passe, je dirais, un tiers de son temps à aider les autres. Voilà, comme ça, parce que elle a, je pense, subi elle-même des ségrégations et voilà. Allez voir ce film, allez au cinéma. Qu'est-ce qui se passe en général l'Arche de Noé? Le dimanche soir au Liban, quand on se met autour de la table, qu'est-ce qu'on mange? Parce que c'est un fan de bouffe, lui. C'est vraiment... non, mais c'est un cuisinier incroyable. Avec tous les mezzés, ça peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps avec les mezzés? Ça peut durer longtemps. Et qu'est-ce qu'on regarde le dimanche soir comme film? Des petits conseils de films le dimanche soir? Ça, c'est... Je sais, ça, c'est compliqué. Mais franchement, les mezzés, en fait, c'est un petit peu une cérémonie de communauté de famille. C'est là où on se retrouve. Et ça, c'est la chose la plus importante. Le dimanche soir, c'est une pause pour une ministre ou pas du tout? Non, la preuve. Non, là, vous n'êtes pas au boulot, là. C'est pas pareil. Ah si, vous êtes au boulot. Un peu, quand même. Merci, en tout cas, de nous avoir accompagnés. Les coups de cœur... Valérie. Oui, non, mais comme je suis la plus âgée d'entre vous... Non, Valérie. Si, je vous assure, j'ai regardé. Je voulais juste te dire une chose, que si vous changez 9 lettres à Napoléon, ça fait l'Arche de Noé. Voilà. L'Arche de Noé. Voilà. Je voulais dire ça. Ça, c'est posé. C'est posé comme ça. Petit hommage à Napoléon, plutôt à l'Arche de Noé. Oui. Merci d'être venu, en tout cas, nous dire ce petit moment. Les coups de cœur, avant que vous allez vous installer derrière ce piano, on a envie de vous entendre. Un concert mythique, regardez, c'est les coups de cœur de 20h30. La Calas, à l'Opéra de Paris, le 19 décembre 58, un concert restauré en couleur diffusé en film au cinéma les 2 et 3 décembre, réalisé par Tom Wolfe. La une de Elle, cette semaine, Oser la paix, un film après le succès du livre La Tresse de Laetitia Colombani, une chanson, Les Cèdres, en hommage au Liban, justement, sur l'album d'Icar. Et puis le coup de cœur également de ce soir, c'est la victoire de la France, une nouvelle fois à l'Eurovision. Écoutez ces notes, Junior, qui se déroulait à Nice, victoire de Zoé, closure, 13 ans, avec le titre Cœur, que vous entendez, une chanson justement sur l'harcèlement, harcèlement scolaire. Vraiment hâte d'entendre cette chanson en live. On a envie d'entendre Mika, Valérie Mercier, on a envie de l'entendre ce live. Mais je danse sur ce titre tout le temps. Si vous voulez danser, je lui ai envoyé absolument... une vidéo dimanche dernier. Je danse comme une... J'adore ce titre. Voilà. C'est Mika, c'est 20h30, Jane Birkin, extrait de l'album Avenir. Belle soirée sur France 2, juste après du cinéma avec les Tontons Flingueurs. C'est Mika et c'est dans 20h30, c'est le live de 20h30 ce soir. Merci à tous. Je suis parfois beaucoup trop grand, parfois beaucoup trop petit. Je vis souvent m'effaçant, peu importe où je suis. Libre comme l'air, vivre à ma manière.
pas faire moi. Je suis pas à l'aise dans mes blue jeans. Je rêve d'un amour à la Birkin. Tous ces regards qui m'assassinent. J'ose pas sortir de la piscine. Pour vivre mon rêve jusqu'au bout. J'aimerais seulement me dire que je m'en fous. Je suis pas à l'aise dans mes blue jeans. Je rêve d'un amour à la Jane Birkin. Cette nuit, je suis un enfant qui danse, je suis un homme qui s'oublie. Tant pis, si mes bras se balancent, tu te moques et tu ris. Libre, libre, libre comme l'air. Vivre à ma manière. Libre, libre, je sais pas faire moi. Je suis pas à l'aise dans mes blue jeans. Je rêve d'un amour à la Birkin. Tous ces regards qui m'assassinent. J'ose pas sortir de la piscine. Pour vivre mon rêve jusqu'au bout. J'aimerais seulement me dire que je m'en fous. Je suis pas à l'aise dans mes blue jeans. J'ai aucun amour à la Jane Birkin. Je suis pas à l'aise dans mes blue jeans. Je rêve d'un amour à la Birkin. Tous ces regards qui m'assassinent. J'ose pas sortir de la piscine. Pour vivre mon rêve jusqu'au bout. J'aimerais seulement me dire que je m'en fous. Je suis pas à l'aise dans mes blue jeans. Je rêve d'un amour à la Jane Birkin. Bravo.